Donc grand D, la prématuration, handicap ou privilège. Les deux infinis de Pascal, l'origine de la pensée et du désir d'éternité. Le corps sujet, appareil gnoséologique. L'homme aura été le meilleur exploitant de la niche écologique, puisqu'il a su en sortir, et le meilleur logicien, puisque le seul est qui, de plus, a même su devenir dialecticien. La praxis doit être définie comme une relation, dialectique et historique avec l'être, mais elle peut être plus opportuniste que dialectique. De plus, il y a un secret entre le genre humain et la nature, secret de Polichinelle, mais qui semble avoir échappé à l'être, dont l'évidence sera révélée pour expliquer non pas la nature humaine, ni la condition, ni la situation, ni la prédestination, ni le destin, mais ce qui a justifié de telles applications. Si l'homme a su triompher des épreuves proposées, sélection naturelle et adaptation au milieu, ce n'est pas seulement à cause de son intelligence, mais parce que, genre le plus en harmonie avec la nature, parce qu'athlète complet de la nature, la plus belle réussite évolutionniste. Nous développerons ce thème dans la phénoménologie comme dimension esthétique de l'humain, immanente au vécu que ce bip 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 dès que les arts prétendent le récupérer. Sauf le musicien, entre parenthèses. Alors le bip bip bip, on va falloir le deviner. Hein. Oui, alors, c'était éligible ou je sais pas. Nous développerons ce thème dans la phénoménologie comme dimension esthétique de l'humain, immanente au vécu que ce... C'est éligible. Dès que les arts prétendent le récupérer. Okay. Il y a deux, trois trucs comme ça. Ok. L'homme est le beau vainqueur d'une course à handicap. 2 points. C'est aussi ce qui fait son mérite. Et cette appréciation n'est pas fondée sur la morale ou la philosophie fascinante qui ont pu être... Fascisante. Pardon, fascisante, effectivement. Mais c'est pareil. Qui ont pu être proposées comme interprétation de l'évolutionnisme. L'homme est un malgré lui, entre guillemets. Son combat lui a été imposé. Et modeste avec ça. 2 points. S'il a gagné, il dit que c'est avec sa tête. Il ne va pas tout de même reprocher à un prématuré, à un survivant, de s'en être plutôt bien sorti. Prométhée, titan chic type, s'est apitoyé sur le sort de l'homme dépourvu de crocs et de griffes, bien démuni dans la nature face aux autres espèces. Mais les dieux n'auraient-ils pas eu raison? L'homme n'en avait pas besoin. Ne faudrait-il pas alors le soupçonner d'avoir caché son jeu pour aller au plus loin de l'évolution, en faisant de son apparent handicap un avantage, comme ces enfants chétifs mais super motivés qui, à force de travail et d'application, deviennent des champions? La preuve, 2 points. D'espèce, l'homme est devenu genre, et humain. Et encore une fois, paradoxe évolutionniste à la clé, que l'ironie transcendantale doit saluer, en partant de rien, comme contingence. On a réduit à une banale dualité la relation de la nature et de l'homme, et même à un contresens, alors que l'homme a été plus nature que nature pour s'imposer et devenir l'homme de la praxis. L'immaturation doit être interprétée en toute son ambiguïté. Handicap ou privilège? Handicap devenu privilège sera notre réponse. Comment alors le prématuré, désarmé, démuni, peut-il devenir l'athlète complet de la nature, entre parenthèses, et pacifiste à ses moments perdus, lequel peut alors devenir le maître de la praxis? C'est ce secret de Polichinelle qu'il faut révéler. Une remarque au passage, 2 points. Si nous n'insistons pas sur la spiritualité de cette métamorphose en genre, c'est qu'ici, nous en tenons à l'élémentaire, à ce qui peut être recevable, étant donné la culture et l'idéologie de l'époque. Cependant, déjà, on pourrait tirer de cette situation une morale, une édification. 2 points. Voyez, c'était le plus démuni, handicapé même, qui a su gagner et rester modeste. De l'évolutionnisme, on peut tirer tout ce que l'on veut. La loi du plus fort ou la loi du plus faible. Anquetil ou Poulidor. Nous avons bien précisé qu'il fallait conserver une neutralité laïque et ne pas interpréter la logique de l'évolutionnisme en termes de métaphysique. Il n'y a pas d'horloger divin caché derrière l'évolutionnisme. C'est au nom de l'absolu. L'humanité, dès le début, se situe dans l'absolu. Le prématuré, conquérant, se trouve confronté à l'absolu que contient la nécessité. Encore une ironique distribution divine, des catégories de l'esprit cette fois. Encore une fois, qui a commencé?
Est-ce l'absolu qui naît de la nécessité ou celle-ci qui naît de l'absolu? Celui-ci est-il par excès ou par défaut? Quel terme est le corollaire de l'autre? Pour le primitif, c'est bien la prématuration qui crée l'absolu, par nécessité, par besoin. L'absolu ne serait qu'une banale qualité anthropologique? Oui, mais alors sacralisée. Entre parenthèses, totem, animisme. Chaque fois que le besoin est satisfait, merci l'absolu. La nature est bien vivante puisqu'elle est nourricière, ou qu'elle affame. Tu es un perdreau, merci l'absolu. Autre corollaire de cet attribut anthropologique. 2 points. L'homme sans besoin, du nirvana. Le besoin satisfait, le besoin nié, double entrée dans l'absolu. Mais on a l'absolu dans la peau, commune mémoire de l'expérience de vie. 2 points. Traumatisme originel, et comme savoir de la survie. 2 points. La subjectivité. Nous reviendrons évidemment sur ce savoir de résurrection. L'absolu du primitif est cet absolu anthropologique de la nécessité. Il n'est pas le choix. C'est un implacable rapport de force qui lui est imposé. Voilà. Il est quelle heure là? Il est -20. -20. -20, oui. Bon. Je ne sais pas si ça apporte beaucoup par rapport à ce qui précédait. C'est un peu, à part à la fin, peut-être l'absolu. L'absolu de la nécessité, quoi. C'est ce qu'il disait, l'impératif. Il n'a pas le choix. C'est le il faut dont il parlait, je pense, dans les premiers. Bah là, il nous fait un peu du Patrick Thor ici, là, non? Non, je sais pas. C'est tout ça. Bah, il nous dit, en gros, là, si je surtraduis, il nous dit c'est ceux qui se sont opposés à la sélection naturelle qui ont été sélectionnés par la sélection naturelle, quoi. En gros. Ah ouais, où est-ce que tu vois ça? Bah non, mais en gros, c'est un peu ça qu'il dit, quoi. Non, c'est pas ça, c'est la sélection naturelle a sélectionné les instincts sociaux qui s'opposent à la sélection naturelle, quoi. Ou alors je lis pas plus trop. Je sais pas. Où est-ce que c'est marqué? C'est un peu ça qu'il dit, quoi. Ah ouais, la loi du plus fort ou la loi du plus faible. De l'élogie, on peut tirer tout ce qu'on veut. Ouais, du plus fort ou la loi du plus fort. Du plus faible. En que-t-il ou pouille-d'or. Je ne vais pas ouvrir un vieux débat, mais qui est le plus fort et le plus faible dont-il est le prix d'or? Ben, je sais pas. Ça, la France s'est posé cette question pendant 10 ou 12 ans. Numéro 2, c'était la figure du... C'était vif comme débat. Et ouais. Heureusement qu'Eddie Merckx c'est devenu... C'est pas lui, c'est quoi la blague qui est le plus fort entre l'artiste, le philosophe et le sportif? La réponse c'est le philosophe parce qu'il va toujours plus loin que les autres, je sais plus quoi. Non, ça tourne toujours autour de la survie, le fait de, comment il a l'air de corréler l'absolu au fait qu'il faille survivre. C'est l'absolue nécessité de la nécessité. Qui est un rapport de force qui lui est imposé d'entrée de jeu. Moi, j'arrive pas à comprendre en quoi est-ce que l'absolu est contenu dans la nécessité. Grand 3, la logique de survie. Grand A, quelle logique pour exister? Que de survie, comme une chaîne, une transmission. Cela commence par la survie d'Adam, ce saint patron de la survie. Après le péché, de refaire sa vie à la sueur de son front, ouverture de la vie laïque, de la rédemption par la praxis. C'est alors
l'Homo erectus qui parvient à survivre à la sélection naturelle et à son environnement pour créer le genre humain. C'est alors le prématuré qui survit à sa naissance, à son angoisse, à sa déréliction, pour créer à son tour le corps sujet. C'est la survie de Robinson Crusoe à son naufrage, l'existence naturelle se recréant alors à partir de quelques déchets, outils et clous de la société industrielle. C'est l'autre délimitation de l'existence, l'Odyssée d'Ulysse, qui va d'une survie, au massacre de la guerre exterministe, à une autre, massacre des prétendants. Et pour couronner le tout, c'est le spermatozoïde qui survit à l'extermination de ses frères parce qu'il féconde l'ovule, parce qu'il accomplit la transmission de la vie par le partage, l'échange, devenant la moitié de lui-même qui se transforme en un tout. La survie est bien notre existence, une accumulation de services qui s'enchaînent pour donner l'existence. Et il n'est pas prouvé que la vie, point de suspension, d'outre-tombe, point de suspension, fermez la parenthèse. Comment se fait-il que ce système de survie n'ait guère intéressé l'existentialisme, par exemple, et dire que la psychanalyse ignore la survivance quand elle constitue le surmoi et le principe de réalité? C'est bien dur de vivre, certes, mais survivre, et pour apprendre à vivre. C'est cet apprendre à vivre qu'il ne faut pas éluder, mais révéler, signifier, rappeler la fabrication prématuréenne a bien une raison d'être. D'abord, de l'intentionnalité. Celle-ci a bien une parenté avec l'être et le genre, mais aussi une nécessité cognitive. L'intentionnalité, participant au rythme, se développe orientée par l'autre. Le principe de réalité, l'éducation, elle est comme une direction assistée. L'éducatif est cet immense réseau du tiers-temps, temps mixte, médiateur, qui s'interpose entre la substance et le sujet, pour mieux les synthétiser, réalité et vocation. C'est un temps d'éducation permanente, réétablie, préétablie à l'existence. L'intentionnalité trouve là une existence toute faite, porteuse. Cette temporalité est comme un service après-vente, après parturition. Elle est donation d'existence à qui n'a que l'intention de vivre. Et tout ce bien comme service. Le bébé ne fait que recevoir, que prendre. Et c'est déjà trop tard pour l'autisme. Le bébé s'est fait prendre au jeu. Il reçoit, il prend, mais de l'éducation. Vivre, c'est se glisser et s'assujettir à l'espèce. L'échange a commencé, irréversible. Quand le service s'avère parfait, peut-on jamais l'oublier? Certains affirment que l'habitude se prend la première fois, surtout si elle est celle du principe de plaisir. Pourquoi changer ce qui est parfait? Couronnement de la passivité et de l'immobilisme. Comment le biologique ne serait-il pas satisfait de la satisfaction biologique? Le doigté de l'éducateur consiste alors à doser cette assistance pour en faire la carotte de l'intentionnalité. Servez-vous vous-même. Le self-service est proposé comme commencement de l'autonomie. Si le service laisse à désirer, et même s'il est parfait, l'intentionnalité ne peut que vouloir procéder elle-même au gestuel et se l'approprier comme étant sa propre réalisation. Aussi, y a-t-il une intentionnalité comme désir de devenir grand, de se prêter au jeu du sérieux, de désirer, alors là je crois qu'il y a une faute, de désirer le stade, je pense, de désirer le stade phénoménologique du sensorimoteur, de l'élémentaire praxis. Grand B, l'apprendre à vivre pour mériter de vivre. L'éthique de la praxis et l'économie politique. L'apprendre à vivre se fait mérite de vivre. On va proposer ici ce que l'économie politique et l'éthique de la praxis ont déjà préfiguré comme survie. La satisfaction du nécessaire et du suffisant est déterminée, rendue possible par l'économie politique, l'échange production-consommation, lorsqu'elle est échange égalitaire des producteurs et des consommateurs. L'éthique est l'expression de l'économie politique qui
permet de survivre. Le minimum vital est la mesure de cette survie. Il n'est possible que parce que la production et la consommation sont normalisées comme échange de l'homme. On ne survit à sa naissance, à son angoisse, à la faim, que grâce à l'éthique. Grand C, survivre, revivre en deçà et au-delà. Survivre, c'est triompher du combat contre la mort et, par ce seul fait, se conférer sa propre vie en deçà et au-delà de la mort. Survivre, c'est accéder à une seconde vie. Elle est une création du genre et non la vie reçue de l'être. Elle décide d'un vertigineux échange de la vie et de la mort, un rapport de quasi-égalité. Cet état de survie, l'existence du genre, entre parenthèses humain, est porteur de l'éternel, mélodie infinie, d'une survie qui saurait durer au-delà de la vie. On sent et on éprouve qu'on est éternel dans la mesure où l'on survit. L'éternité serait l'éternelle répétition de la survie. C'est ce dont l'Esprit Saint témoignerait quand il se fait conscience de soi et explication du pouvoir de création. Survivre est la loi. Un droit à l'existence a été gagné sur l'être et sur la mort, le genre humain se faisant même l'arbitre de leur rapport. C'est une conquête d'ordre prométhéen, nietzschéen, la volonté de puissance, ethnocentriste, qui va bien au-delà des appréciations qui prétendent au surhumain. Le survivre est déjà surhumain, puisqu'il est la conquête d'une autre vie, celle de l'ontogénèse et de la phylogénèse. Cette vie est faite de deux survies, du prématuré et de l'homo erectus, les deux manières d'apprendre à vivre. Cet apprendre à vivre est, entre parenthèses déjà, la résolution de la problématique du surhumain. Il exprime le miraculeux du Saint-Esprit, il s'accomplit comme dévoilement du mystère. C'est le paradoxe de l'éducation. Le survivre s'accomplit par la transmission des caractères culturellement acquis. Pour comprendre ce paradoxe, il faut dépasser l'énonciation traditionnelle de l'inné et de l'acquis, ainsi que la relation de la nature et du progrès. Ce paradoxe doit être proposé et résolu selon l'évolutionnisme. À partir de sa définition, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors la transformation n'est pas le progrès linéaire et cumulatif, mais le progrès qui permet de recommencer les caractères acquis. Le répétitif ne peut se reconduire que s'il est capable d'intégrer le progrès, de lui résister. Les caractères acquis doivent permettre d'échapper à l'entropie et au progrès humaniste. Je ne sais pas si ça éclaire les paragraphes précédents. Il donne un statut particulier à la survie. Oui, c'est ça. Par rapport à la vie. Ouais. Et à l'apprentissage. Apprendre à vivre. Bon bah voilà, on a fini du bruit. On a fini du bruit. Ah, je sais pas, mais quand on lit, comme je viens de le faire, parce que je n'ai pas lu ce passage-là avant, mais quand on lit de manière superficielle, sans doute, les choses, c'est quand même étonnant cette affaire. Hein, parce que le surhumain serait quasiment une caractéristique ontologique de l'homme, donc ça résonne avec des thèses sur le Ben, en fait, oui, mais il file une sorte enfin, il emploie le terme d'ethnocentrisme qui serait propre du genre humain. Bizarre. Bizarre. Et on arriverait presque à se
C'est-à-dire que les catégories de l'éternel et de l'absolu sont des caractéristiques essentielles de l'univers. Ils sont apportés par la survie. Oui, oui. Ça me semble pas forcément. Je sais pas. C'est pas vrai, quoi. Ça peut avoir le caractère de révélation mythologique décisive, pour certains. Hein. Bah, moi, je trouve que là, typiquement, c'est. Il y a une emphase dans ce passage-là. Oui, c'est Une pas... emphase verbale, de pensée peut-être. Hein. Oui, je sais pas si... L'homme est le plus fort parce qu'il est le plus faible.